Hello les amis, nous sommes toujours le samedi 19 septembre 2020, mais je pense qu'au montage, il sera dimanche quand vous verrez cette vidéo, dimanche 20. Et je reçois Magali Roussille. Salut Magali. Salut. Alors Magali, ça fait longtemps que toi et moi on discute, puisque tu es un ex-médecin. C'est ça. Et alors, raconte-nous, quand tu étais jeune, tu as fait des études de médecine. Pourquoi tu as voulu faire des études de médecine? J'ai voulu faire des études de médecine pour soigner des gens. Euh, voilà, je voulais faire un métier qui sert à quelque chose. Et ça me paraissait un beau métier qui sert à quelque chose. Donc voilà, j'ai décidé ça, j'avais 15 ans par là. Ah, ouais, Troisième, d'accord. fin de troisième. Ah oui. Et donc, tes Ouais. études, elles ont duré combien de temps? Mes études, normalement, les études de médecine, là, ça dure 9 ans. Moi, j'ai doublé ma première année puisqu'il y a le concours assez difficile. Donc souvent, on le fait en 2 ans. Voilà, après, j'ai pris une année de réflexion. J'aime bien réfléchir. Alors, ça m'arrivait souvent de réfléchir. Après, j'ai fait un enfant, tout ça. Donc, moi, ça a duré un peu plus longtemps que les autres. Mais bon, le cursus, maintenant, c'est 9 ans pour être médecin généraliste. Et raconte-moi, tu me parles de cette première année, parce que c'est vrai qu'elle fait peur à beaucoup d'étudiants en médecine, cette première année, parce qu'il y a un cursus. Or, on s'aperçoit qu'il manque des médecins en France, que C'est ça. pourquoi il faut qu'on limite, je comprends pas. Et moi, quand j'ai voulu faire médecine à 15 ans, donc j'en ai parlé à mon médecin généraliste, que j'adore, qui fait plus la médecine générale d'ailleurs, mais qui est un très bon médecin, et qui m'a dit, donc j'avais 15 ans, donc j'en ai 43, ça fait presque 30 ans, quoi. On va manquer de médecins généralistes, donc de médecins, donc c'est bien, fais médecine, il m'a encouragé, tout ça. Ça fait 30 ans. Et en 30 ans, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est incroyable, ouais. Donc on est obligé de faire venir des médecins de la Roumanie, de la Pologne, Ouais. partout, pour compenser le fait qu'on met des cursus aberrants en première année de médecine. Va Mm. comprendre. Avec un concours qui sélectionne, qui sélectionne, en plus, à mon avis, qui sélectionne pas bien les futurs médecins, quoi. Il faut bachoter. Alors, il faut bachoter en médecine, c'est sûr, mais voilà, il faudrait peut-être les sélectionner sur des valeurs, peut-être, je sais pas. Et donc après, tu as été médecin, où ça? Alors, moi, j'ai été médecin à Cahors d'abord, là où je suis née. Je suis restée, je suis revenue en 2006 de la fac. J'ai passé ma thèse en 2008 et j'ai exercé à Cahors jusqu'en 2015. Après, j'ai arrêté pour des questions personnelles et j'ai arrêté l'installation, mais j'ai été remplaçante en médecine générale, donc autour de Cahors, en campagne, Cahors même, campagne, et j'ai beaucoup aimé. Et puis après, dernièrement, j'étais installée à Prayssac, un petit village, enfin une petite ville du Lot. Et, Voilà. et alors, quand tu as été médecin, est-ce que ça correspondait à ce que tes rêves de 15 ans? Alors, quand je suis rentrée à l'hôpital après mon concours, non, ça correspondait pas du tout. Je trouvais ça, enfin, j'ai eu beaucoup de surprises dans mon parcours et j'étais pas très à l'aise à l'hôpital. Quand je suis arrivée comme interne, c'était pire que tout. Euh, j'ai fait un burn-out, mais je me suis pas arrêtée. Je savais pas que je faisais un burn-out, mais je faisais des cauchemars, je dormais très mal. Mais pourquoi? J'avais l'impression pas parce que je me suis retrouvée dans un service de pneumologie, donc beaucoup de cancérologie, des situations difficiles. Et puis je me suis rendu compte qu'on n'avait pas trop le temps en fait. On n'avait pas trop le temps d'écouter les gens, qu'on n'avait pas trop le temps de les examiner. Donc moi je prenais le temps, mais du coup je finissais très tard. Et donc c'est un peu fatigant. Ouais. Enfin, c'est un peu fatigant, c'est usant. Et puis c'était le premier stage. Après, bon, enfin le premier stage d'interne, je veux dire. Après, et puis on passe d'étudiants en médecine avec zéro responsabilité à tout d'un coup interne. Alors on n'a pas toutes les responsabilités comme interne, mais on est quand même le médecin du service. Donc c'est le choc est un peu violent. Bon, moi je l'ai trouvé un peu violent, mais bon, on s'y fait. Hein, ça a été très formateur. C'était le baptême du feu.
Et après, quand tu étais installé comme médecin généraliste, est-ce que ça correspondait à tes rêves de 15 ans? Alors oui, là, ça correspondait plus parce que du coup, on avait une certaine liberté, une certaine, enfin voilà, moi j'ai toujours pris plutôt le temps avec les patients, donc ça me permettait d'aller au fond des choses, d'explorer d'autres choses que le nez qui coule ou le mal au ventre. Voilà, il y avait, voilà. Je me suis quand même, j'ai beaucoup aimé la médecine générale, mais ce qui m'a pas empêché de remettre en question tout un tas de trucs pendant mon parcours de médecin généraliste aussi. Il y a des choses qui m'agaçaient un petit peu. C'est-à-dire je me suis rendu compte assez vite qu'on était quand même là pour, enfin, qu'on me prescrivait beaucoup de médicaments. Ouais. Que c'était un peu la solution facile, quoi, De facilité? de facilité. Ouais. Et si tu les prescrivais pas, tu risquais quelque chose? Si je déprescrivais pas, Non, si tu les prescrivais pas autant de ah, médicaments. les gens sont quand même assez demandeurs. Mm. Moi, j'étais installée comme allopathe, donc le médecin généraliste allopathe, alors je dis pas que tous donnent beaucoup de médicaments, mais c'est un peu compliqué de déprescrire, par exemple, d'enlever des médicaments que nous, on estime appuyés par les études, et c'est un peu compliqué d'enlever, par exemple, des statines. C'est un peu compliqué. Mm. Les gens ont peur de oui, mais si vous m'enlevez ma statine, je vais mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. Ah oui. Ah oui, ça, hein, les statines, on pourrait faire une émission de 3 heures dessus, hein. C'est ça. Et ensuite est arrivé le petit Covid. Et là, C'est- donc là, j'étais après ça quand il est arrivé. Donc j'ai travaillé pendant le confinement. Bon, dans le Lot, on était assez protégés, on n'avait pas trop de cas. Moi, je n'en ai pas vu directement. Mes collègues Prissacoa en ont vu. Il y a eu des tests positifs quand on a réussi à en avoir, mais pas beaucoup, hein, c'était vraiment. Voilà. Donc, on s'était organisé, on a travaillé pendant le confinement comme on a pu. Et voilà, et le fin du confinement arrivant, la sécurité sociale m'a appelée, comme elle a appelé tous les médecins généralistes, pour me dire, bon ben voilà, à partir du 11 mai, vous allez tester les gens, s'ils sont suspects. Je dis, ah ben ça c'est bien, on va pouvoir les tester enfin. Et puis, enfin on les testait quand même déjà un peu. On va les tester et puis s'ils sont positifs, on va les ficher dans un fichier informatique de la Sécu. Et puis vous allez ficher aussi les cas contacts. Voilà. Et moi, j'ai eu un très mauvais ressenti sur cette histoire en fait. Je ne saurais pas expliquer par A plus B, mais je me suis sentie très mal avec cette histoire et je me suis sentie dans l'incapacité de pratiquer ça en fait. Donc la Sécu m'a appelée et donc j'ai dit à la dame de la Sécu que je connais, hein, qui est très sympathique, je lui ai dit mais moi je vais pas le faire. Je ne vais pas ficher les gens. Alors, en plus, contre rémunération, c'est-à-dire que la consultation était, je sais plus, je crois que c'était 55 €, je crois, je sais plus. Ouais. Et tous les cas contacts, c'était 2 €. Et je crois qu'en plus, c'était majoré si on arrivait à mettre des informations, numéro de téléphone, tout ça. Voilà. Je trouvais ça assez hallucinant. Ouais. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je ne vais pas le faire. Hein. Bon, elle me connaissait un peu, elle n'était pas très étonnée. Mais le lendemain, avant d'aller bosser, j'ai regardé mes mails et j'ai reçu un mail du Conseil de l'Ordre que mes autres confrères ont reçu, nous disant que voilà, la nouvelle règle, c'était ce que m'avait expliqué la sécurité sociale. Ils avaient dû sentir que certains ne seraient pas trop d'accord, mais ils nous expliquent dans ce mail qu'on doit se tenir à cette règle, que le Conseil de l'Ordre valide. Et voilà. Et donc là, ça m'a fait encore un froid dans le dos. Je me suis dit, bon, alors, il va falloir que je me mette à dos la Sécu, le Conseil de l'Ordre, euh, l'ARS, sûrement, parce qu'il y avait l'ARS pas loin. Donc ça, c'était le jeudi, je me rappelle. Le jeudi après-midi, j'ai discuté avec un de mes confrères les plus proches en lui expliquant, mais c'était plus fort que moi, quoi. En lui expliquant que si la loi passait, parce que la loi devait passer le vendredi. Et je lui ai dit, voilà, si la loi passe, je suis désolée, je ne peux pas, je ne peux plus.
Là, c'est la coupe est pleine. Parce que bon, je passe toute la période du confinement, hein, où on n'avait pas forcément les masques. Nous, les masques, on les avait parce qu'il y a des patients qui nous en donnaient. Ils nous donnaient des blouses, ils nous donnaient déjà les hydroalcooliques. Enfin, ouais, c'est les patients, hein, qui nous ont aidés. Après, donc on n'avait pas trop le droit de les voir. Hein. Fallait pas trop qu'ils viennent nous voir s'ils étaient malades. Donc moi j'avais suivi quand même le professeur Raoult et je me disais mais quand même pourquoi personne ne l'écoute, ce monsieur il m'a l'air très compétent, très cohérent, ça a l'air intéressant ce qu'il raconte. Ben non, voilà. Après il y a eu les décrets là sur le Rivotril, qu'on pouvait mettre du Rivotril sur les personnes âgées en détresse respiratoire au lieu de les envoyer en réanimation, donc là ça commençait quand même à monter fortement. Et puis au final donc on peut pas les soigner, on peut pas les voir, on peut pas appliquer les traitements qu'on veut. On peut les j'ai tout cru, les tuer en maison de retraite. Et puis maintenant, on va les ficher. Ah non, c'est bon, là. Moi, j'arrête. Je suis plus d'accord. Enfin, voilà, je suis plus d'accord. Donc, j'arrête. Et donc, j'ai dit à mon collègue, si la loi passe, bien évidemment, elle est passée, j'arrête. Donc, j'étais de garde juste après. La loi est passée dans la nuit du vendredi au samedi. J'étais de garde le samedi et le dimanche jusqu'à minuit. Et puis, voilà, à minuit, j'ai arrêté mon exercice. Comme ça. Tu as donné ta démission. J'ai donné ma démission. Bon, après, je suis indépendante, donc je me la suis donnée à moi-même. En fait, j'ai laissé tomber mes confrères et consoeurs de là où je travaillais. C'est pas très bien passé quand même. Puis j'ai laissé tomber mes patients, l'équipe avec laquelle je travaillais, les infirmières. Alors, il y en a certains qui ont très bien compris, d'autres qui ont un peu compris, d'autres pas du tout. Alors, il y en a qui m'en veulent. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais raconte-moi, pourquoi vous avez payé 55 € à la place de 23? Parce que c'était un cas Covid. Il y a l'explication à ça? L'explication, c'est que ça prenait du temps d'inscrire dans un fichier informatique. Je sais pas. Il n'y a pas trop d'explications. Et avant ça, je veux dire, en novembre, décembre, janvier, février, est-ce que tu avais eu des cas de grippe On n'a pas eu trop de grippe, mais des syndromes grippaux, oui. et des pneumonies en novembre, en décembre? Alors, il y en a eu, ouais. Puis après, avec le recul, on s'est dit que peut-être il y avait des cas de Covid déjà. Hmm. Et comment un médecin pouvait faire à l'époque, hein, sans les tests, la différence entre une grippe et un Covid? Ben, je crois qu'on peut pas trop. Hein. D'accord. Voilà, c'est compliqué. Donc, un médecin, un patient vient, il suspecte une grippe, il touche 23 €, et s'il a le Covid, il se fait taper dessus. Il a le Covid, il touche 55, et puis en fait, il ne se fait pas taper dessus, même s'il a une grippe. Ouais. Et alors, le fait que tu déclares que c'est un Covid, ben, il fallait qu'il rentre chez lui, qu'il prenne du Doliprane. Eh bien, oui, si on suit les recommandations qu'on avait par les instances sanitaires. Voilà. Sauf symptômes de gravité, bien sûr. Si les symptômes de gravité, on pouvait les hospitaliser. Mais bon, moi, après, j'en ai pas vu. Mais, Mais le Doliprane, qui c'est qui a fait des tests sur le Doliprane? ah ben ça, je sais pas. Tu connais, toi? Non. Pourtant, c'est pas un bonbon, c'est un médicament, on est d'accord. Oui. Et quel est le rôle premier du Doliprane? C'est de faire baisser la température ou je me trompe? Un antidouleur, oui, un antipyrétique. Il faut baisser la température. Mais enfin, je sais pas, moi, quand j'étais petit, on m'a appris, parce que je suis âgé quand même, on m'a appris que quand il y avait une élévation de la température, c'était une réponse du système immunitaire, ce qui permettait au virus de se développer beaucoup moins que quand il y a une température basse. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'on ne le respecte pas trop actuellement. La température, on ne la respecte pas. On la fait baisser. D'ailleurs, les mamans sont toujours très paniquées quand les enfants ont de la fièvre. Et je leur dis, non, mais la fièvre. Alors moi, je les rassurais parce que mes enfants à 40, je leur donnais rien parce qu'ils voulaient rien prendre de toute façon. Et ils allaient bien. Ouais. Alors, donc c'est un virus. À 40, il se développe beaucoup moins qu'à 36,7. Et pourquoi on fait baisser la température? C'est quelque chose que je ne comprends pas, moi. Je crois que c'est des habitudes, des mauvaises habitudes qu'on a prises en médecine. Le Doliprane, ça fait partie de. Enfin, tout le monde a du Doliprane. Tout le monde prend du Doliprane pour un oui, pour un non. Bon, Euh, et ça devient un peu on donne du Doliprane. pourtant, quand on regarde le débat sur l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult que tu as cité,
on s'aperçoit que sur Vigibase, qui est l'organe de l'OMS pour les effets secondaires des médicaments, depuis 1962, le paracétamol a tué beaucoup plus de personnes que l'hydroxychloroquine et la chloroquine réunies, y compris sur des effets secondaires cardiaques. Donc, je ne comprends pas trop le débat sur l'hydroxychloroquine. Est-ce que... L'hydroxychloroquine, bah oui, bah ça, c'est pas vraiment un débat en fait, puisqu'on peut pas débattre. C'est juste une pensée contre une autre, une pensée qui est pas très bien étayée, je trouve, et une pensée qui est très étayée d'un autre côté. Voilà, il n'y a pas vraiment de débat. mais, Quand on ose remettre en question, c'est très compliqué. pourquoi réclamer à corps et à cri des essais, des études sur l'hydroxychloroquine qui étaient en vente libre, comme le Doliprane, jusqu'en janvier 2020, et pourquoi aucun essai sur le Doliprane? Et ça, je n'ai pas la réponse. Et toi, tu avais déjà prescrit de l'hydroxychloroquine avant? Bah, non, non, je n'en avais pas prescrit. D'accord. Je suis un jeune médecin, enfin, non, je suis plus très jeune, mais j'ai pas, voilà, c'est un vieux médicament. Ça a été très prescrit. Après, j'ai des patients qui étaient sous hydroxychloroquine. Ma mère est sous hydroxychloroquine. Voilà, pour des maladies rhumatoïdes, des maladies inflammatoires chroniques. Donc, je connais beaucoup de gens qui sont suivis, qui sont sous l'hydroxychloroquine et qui vont très bien. Et comment ils ont fait pendant cette période pour continuer à avoir de l'hydroxychloroquine? Ils ont réussi à en avoir sur prescription de spécialistes. D'accord. Ok. Les rhumatos, les infectiologues, les médecins internistes, les pédiatres ont le droit de prescrire de l'hydroxychloroquine, mais pas nous, Mm. pas les médecins généralistes. Et donc, tu as fait la une des journaux, coup de tonnerre dans le milieu médical, démission d'une jeune médecin de Cahors. Ouais. La une, et personne n'a compris, quoi. En gros. Bah, y en a qui ont compris, puis il y en a qui n'ont pas compris. Bon. Et donc, le Conseil de l'Ordre, comment il a réagi, là? Alors voilà, le Conseil de Londres, eh bien, il m'a convoqué. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir si j'avais pété les plombs. Donc, je suis arrivée au Conseil de l'Ordre, c'était le 11 juin, donc un mois pile poil après. Le 11 juin, donc je suis arrivée, ils avaient tous l'article avec ma photo sur la table. Et donc, ils m'ont demandé si je confirmais ce que j'avais dit dans le journal. En gros, dans le journal, je disais que j'étais contre ces tests. J'étais contre ces tests, enfin, surtout contre la manière dont ces tests le dépistage était organisé et puis le fichage. Je parlais déjà de la vaccination, que j'étais contre cette vaccination qui allait bientôt venir. Voilà. Je remettais du coup en question la vaccination obligatoire des 11 vaccins, sans dire je suis contre tout ça, juste pourquoi on fait 11 vaccins et des petits, ouais, pourquoi ça devient obligatoire, ça devient de plus en plus compliqué. Enfin voilà, j'avais plein de patients qui venaient me voir et qui ne voulaient pas ces 11 vaccins, qui étaient d'accord pour certains, pas d'autres, enfin bref. Donc je remettais en question certaines choses. Et j'expliquais ma démission et le pourquoi de ma démission, donc cette loi d'urgence sanitaire qui nous demandait, après tout ce qu'on avait déjà subi, qui nous demandait de ficher les gens. Voilà. Donc j'ai expliqué ça et le Conseil de l'Ordre m'a demandé si j'étais toujours d'accord avec ce que j'avais dit ou si je revenais sur mes propos. Je dis bah non, je ne reviens pas sur mes propos. Je dis, je confirme. Donc ils m'ont fait comprendre que ça se faisait pas, qu'il fallait pas remettre en question la parole sacro-sainte du Conseil de l'Ordre, de l'ARS, de l'OMS, du gouvernement. Bon, c'était pas cité comme ça, hein, mais voilà, que j'étais irresponsable, que du coup je donnais la voix aux anti-vaccins et que les gens n'étaient pas capables de prendre des décisions médicales parce qu'ils n'avaient pas le savoir. Et là, je les ai regardés, je les ai dit, bah, moi, excusez-moi, mais moi, mes patients, je ne les considère pas comme des crétins. Je pense que c'est des gens intelligents, qui peuvent réfléchir, qui ont un savoir,
Nous, on a un savoir qu'on peut remettre en question, qu'on doit remettre en question, c'est l'évolution de la science et du savoir. Voilà. Et, et, et voilà, donc on n'était pas, on concevait pas le patient de la même manière, c'est clair. Voilà. Après, les gens du Conseil de l'Ordre, c'était sympathique, hein, je les connais, j'ai travaillé avec certains, c'est du Conseil de l'Ordre du Lot. Voilà, je leur en veux pas personnellement, hein, j'ai pas de grief contre eux. Mais bon, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne parlait pas la même langue, qu'on n'avait pas les mêmes sources d'informations, qu'on ne se posait pas les mêmes questions, et je me suis sentie pas en accord, et j'ai donné ma lettre, je me suis auto-radiée du Conseil de l'Ordre. Et voilà. Donc ça les a un peu surpris quand même. Et puis ils t'ont demandé alors de ne pas trop parler à la presse. Et après, voilà, une fois que j'ai été radiée, donc je me suis radiée devant eux, je leur ai donné la lettre, et il y en a un qui m'a dit bon, ben maintenant, faut pas trop parler quand même. Et là, je lui ai dit en fait, je me suis auto-radiée, donc je ne dois plus rien à personne, donc je dis ce que je veux. Donc voilà, j'ai retrouvé ma liberté. En fait, mon auto-radiation, parce que j'aurais pu après me déconventionner, travailler plus en parallèle. Mais là, dans la période là, non, j'ai préféré m'auto-radier et retrouver ma pleine liberté. Voilà. Donc là, je n'ai plus de supérieur. Et c'est bien mieux. Oui. Et donc alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu as pris quelque temps un peu pour réfléchir? Alors, j'ai décidé de continuer ce que je faisais déjà en médecine générale, mais sans être médecin, bien sûr. Puisque moi, ce qui m'intéressait beaucoup, qui m'a toujours intéressé, c'est le côté psychologique, émotionnel, impliqué d'ailleurs dans les maladies. Donc voilà, donc je monte une activité d'écoute. Comme je suis pas psychologue, que je suis plus médecin, on va dire que je vais faire du développement personnel, quoi. Voilà, aider les gens à trouver leur voie, leur reprendre le pouvoir, reprendre leur pouvoir. Aussi, ce que j'expliquais à mes patients quand j'étais médecin généraliste, c'est que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on leur dit quelque chose qu'ils doivent tout prendre comme ça. Ils ont le droit de remettre en question, ils ont le droit de demander d'autres avis, médicaux ou non médicaux. Voilà, il n'y a pas, y a pas qu'une parole, il n'y a pas qu'une solution. Et chaque patient a son histoire, les traitements s'adaptent en fonction de chaque patient. C'est vrai que la médecine d'aujourd'hui, c'est une maladie, un traitement, paf. Et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Non. Et puis en plus, tu as pu constater que dans cette période, parce que tu parles de psychologie, il y Oui. avait des médecins, des aides-soignants qui étaient quand même très atteints par ce qui s'est passé, comme toi, avec cette affaire du Covid. Oui, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans les soignants et dans les non-soignants. Des gens qui sont retrouvés enfermés chez eux. Alors, il y a plein de gens pour qui ça s'est bien passé parce qu'ils ont une vie de famille épanouie, parce qu'ils ont les conditions matérielles qui vont bien. Et on n'est pas tous lotis à la même enseigne, donc il y a oui, il y a des gens qui ont beaucoup souffert. Et d'ailleurs, pendant le confinement, j'ai reçu des patientes qui étaient en souffrance psychologique et en détresse suite à des maltraitances physiques ou verbales de leur conjoint. Ça peut être l'inverse aussi, hein, il n'y a pas que les femmes maltraitées, il y a des hommes maltraités aussi. Voilà. Et c'est très compliqué, par exemple, d'avoir des services sociaux, puisque tout était fermé. Alors, il y avait des heures, mais voilà, il y a quand même... tous les psychologues étaient fermés. Tous les kinés étaient fermés. Ouais, moi, quand je demandais un examen complémentaire, on me disait si c'est pas urgent, vous l'aurez pas. Sauf que l'urgence, c'est pas forcément une urgence vitale, ça peut être une urgence psychologique, une douleur importante. Voilà, il faut trouver. Voilà. Donc il y a eu de la souffrance, oui, de partout, je pense. Et puis il y en a encore, puisque tout le monde, on nous fait peur. On nous fait peur depuis maintenant
plus de 6 mois. Enfin, je sais plus, je compte plus. Ah, bah oui, ah, bien sûr. 13 000 cas encore aujourd'hui. Je veux rien savoir sur ces 13 000 cas si on les analysait avec les mêmes machines qu'en Allemagne, c'est-à-dire un nombre de cycles de 20-25 au lieu de monter en France comme 40-45. J'aimerais bien savoir combien serait positif. Mais les gens ne raisonnent pas, quoi. Comment ils peuvent comprendre qu'un virus s'arrête aux frontières, quoi. Comment penser ici qu'en Alsace, il y a plein de cas positifs, que de l'autre côté du Rhin, parce qu'il y a le Rhin, il n'y en a pas. C'est juste, les gens ont oublié de réfléchir. Pourquoi faire 5 heures de queue pour se faire tester quand tu n'as aucun symptôme, en sachant que tu vas avoir les résultats dans 3, 4, 5, 7 jours? Dans ce cas-là, fais-toi tester toutes les heures. Je ne comprends plus ce qui se passe. Mais ça, c'est parce qu'on avait tellement les médias de la peur ont tellement bien joué leur rôle que ça devient Oui. n'importe quoi. Oui. Et moi, j'ai appris quand Oui. même beaucoup de médecins maintenant qui remettaient en cause tout ce qui se passe, mais qui n'osent pas parler parce que tu as le sacro-saint Conseil de l'ordre qui tape sur les doigts, chapeauté par l'ARS qui veille à tout, et qu'il y a beaucoup de personnels soignants qui ont donné leur démission comme toi. Et comment, tiens, Ah, dans ton département, comment les gens ont compris que le département était confiné alors qu'il n'y avait presque pas de cas? Parce que tu vois, là, on parle de cluster, tout ça, et qu'il y avait des départements, par exemple, ici, nous, ouais. en Alsace, où ça démarrait, à Mulhouse, bon, on peut comprendre. Mais Ouais. les départements, il n'y avait rien, quoi. Ouais. Alors, dans le Lot, il y a eu un endroit à Saint-Céré, dans une maison de retraite, il y a eu quelques cas. Donc là, ça a fait paniquer un peu. Puis, et donc, après, bon, moi, je suis en lien avec des gens qui se posent beaucoup de questions. Donc, forcément, on était tous un peu critiques par rapport à cette organisation-là. Mais après, dans la population générale, euh, c'est tout l'art de la manipulation, en fait. C'est-à-dire que la manipulation fait perdre le sens commun, le bon sens. Les gens, quelque part, c'est pas leur faute, ils n'arrivent pas à voir les incohérences. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'infos contradictoires euh, que c'est vraiment la manipulation. Je connais bien ça, la manipulation. Je l'ai étudié, justement, dans tous les problèmes psychologiques. Euh, c'est que voilà, quelqu'un qui est sous emprise ne peut pas réfléchir normalement parce qu'il reçoit ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Et là, on recevait des injonctions paradoxales et on en reçoit encore en permanence. C'est-à-dire que notre cerveau, si on n'est pas habitué à faire le tri de ce qu'on reçoit, notre cerveau, il est envahi de messages contradictoires et on peut pas, si on n'est pas habitué à prendre du recul sur des informations, si on n'est pas habitué à prendre du recul sur soi-même, hein, sur des situations, ben on se retrouve sous une chape de plomb. On ne peut plus réfléchir et on fait comme on nous dit qu'il faut faire. Voilà. Euh, voilà. Donc les gens, oui, des fois, ça m'agace. Je me dis, mais quand même, c'est pas cohérent. Ça, ils peuvent bien comprendre que c'est pas cohérent. Mais si on n'a pas pris ce recul nécessaire, on peut pas le comprendre. Enfin, c'est pas qu'on peut pas le comprendre, c'est qu'on peut pas le voir en fait. Et c'est ça. C'est exactement ça. Et après, l'autre chose, enfin, le pourquoi certains médecins, alors il y en a qui voient clair, qui disent rien, il y en a qui continuent à ne pas y voir clair, mais ça demande aussi de remettre en question euh, un savoir, ça demande de remettre en question l'autorité, et voilà, il y en a qui ne sont pas habitués à faire ça, et donc on fait comme on a toujours fait. Donc le Doliprane, par exemple, on met du Doliprane, parce qu'on l'a toujours fait, donc on l'a toujours fait depuis quelques décennies maintenant. Voilà, donc ça demande, pour avoir une vision claire de la situation, alors je sais pas si, je suis pas sûre d'avoir, j'ai pas l'impression d'avoir une vision claire, parce que je crois que j'ai pas toutes les tenants et les aboutissants, mais pour essayer, en tous les cas, de se faire son idée à soi, déjà, ce qui serait pas mal, au lieu d'avoir les idées de la télé, des informations, des médias classiques. Voilà, se faire son idée à soi, c'est de prendre à chaque fois un petit peu de recul Mm. Mais sur cette toi, information. tes patients qui avaient une grippe un peu sévère, les poumons étaient pris ou une pneumonie, tu leur donnais du Doliprane? Non, je pouvais prescrire un antibiotique, D'accord. Et là genre de la moxicilline ou de l'azithromycine. voilà. Voilà. Et pour le Covid, Et pour non, le Covid, il ne faut pas. Non, il faut pas. Il faut pas l'azithromycine. c'est fou. C'est un truc de fou. C'est ça. Hein. Alors qu'il y avait le docteur Epstein. C'est Epstein? Oui, oui, Ouais. Epstein, les médecins de l'Est, Epstein, et puis trois Ouais. autres et puis le fantastique docteur Sabine Palliard-Franco, qui donnait des macrolides, des C3G, donc des antibiotiques, et puis qui sauvaient 100% des patients, quoi. Ils avaient 100% de réussite. Et c'était pas bien. Non, il faut pas. Non.
C'est fou. Tu Voilà. pensais pouvoir vivre ça un jour, toi, en tant que médecin? Ben non, bon, ça fait longtemps que j'écoute plus les médias classiques. Donc je sais que voilà, il faut pas, je crois pas tout ce qu'on me raconte, mais en arriver jusque là quand même, C'est fort. là je trouve que c'est fort quand même. Je trouve que ça va très très loin. Mm. Mm. Et donc, tu as raison, parce que pendant ce temps-là, tes patients qui étaient, je sais pas si tu avais des patients de longue durée, qui avaient des cancers, qui avaient des longues maladies pendant Ah cette oui, ça a été compliqué, oui, ça a été compliqué. Oui. Ben déjà, ils avaient peur de venir au cabinet médical. Il y en a certains qui, on leur a repoussé la chimio, on leur a repoussé les examens complémentaires. Je pense à une patiente qui était assez stressée, qui devait avoir un scanner de contrôle de sa chimio, qui l'a pas eu, alors que c'était une récidive et que la fois d'avant, elle avait déjà eu un retard, tout ça. Donc, enfin, tout ça, c'était très compliqué, oui. Donc, nous, on avait une permanence téléphonique. On avait organisé le cabinet pour que les gens puissent venir quand même. On avait continué les visites. On faisait un roulement pour aller en visite. Mais les gens, en fait, entendaient tellement qu'il ne faut pas aller chez le médecin, qu'on était débordés. Alors, en plus, les gens, nous, dans le Lot, ils pensaient qu'on était débordés. Sauf qu'on n'était pas débordés puisqu'on n'avait pas de Covid. Donc, ils pensaient qu'on était débordés, donc ils ne voulaient pas nous déranger parce que les patients sont gentils. Donc, ils ne voulaient pas nous déranger. Sauf qu'on ne travaillait pas beaucoup. Puisque les gens ne venaient pas par peur de se contaminer, peur de tout ce qu'on entendait. Euh, donc oui, ça a fait des retards diagnostiques. J'ai des amis qui ont eu des retards diagnostiques, des patients qui ont eu des retards diagnostiques sur des cancers, des gens qui sont arrivés 3 semaines après avec un doigt pété. Bah alors, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Parce que je ne voulais pas déranger. Je sais que mon doigt, ouais, enfin, il est cassé, il est tordu, maintenant c'est trop tard. Enfin voilà, des trucs comme ça. Là, c'est presque rigolo, même si ça l'est pas. Mais oui, on n'a pas fait notre métier, quoi. Ça nous a même empêché de le faire. bien empêché de le faire. Tout à fait ça. Et donc là, il y a des études qui commencent à pointer. Moi, j'avais déjà dit qu'il y avait à peu près 2 fois plus de crises cardiaques aussi pendant cette période de confinement que par rapport à toutes les autres années. Et puis là, il y a des premières études qui viennent d'estimer à 2 à 5% la surmortalité des cancers dus à ce confinement. Pas Et très là, étonnant. ça paraît peu, de 3%, mais comme on sait qu'en France, il y a 160 000 personnes environ qui meurent du cancer par an, et si on divise ces 160 000, enfin, si on fait 2-3% en plus, tu vois ce que ça fait, hein, Mmh. 10%, ça fait 15 000, 1%, ça fait 1 500, 2%, ça fait 3 000, et 5%. Mmh. Mmh. Donc, Bah si on oui, prend oui. toutes les surmortalités de tous les AVC, crises cardiaques, cancers, toutes les maladies qui n'ont pas été soignées, ça représente beaucoup plus de morts que le Covid, en sachant que, quand même, en France, cette année, la grippe, même si toi, tu n'en as pas vu beaucoup, a tué 72 personnes, officiellement, d'après les chiffres. 72 personnes à comparer aux 10, 15 000 qu'il y avait tous les autres ans. Moi, je veux bien que la grippe ait été éradiquée, mais c'est vrai que comme toi, beaucoup de gens ont vu en novembre, en décembre, des pneumonies assez sévères, Ouais. qu'ils ont fait avec, comme Oui. Ferrer Epstein a fait avec le Covid, avec des antibiotiques, hein, ils ont guéri. Et donc, on se pose là maintenant beaucoup de questions, Oui. effectivement. Et toi, ce qui est génial, donc tu as ouvert, pour l'instant, t'as ouvert une page Facebook, tu n'as pas encore ouvert un Oui. site. Il est en cours de fabrication, le site. Et la page Facebook, donc je la mettrai dans le descriptif de l'émission, s'appelle La Voix Imperia. Et donc, tu dis, ben voilà, c'est pour trouver effectivement le véritable moi que l'on a. Enfin, je ne sais pas comment Voilà. dire. Hein. Apprendre à s'écouter, en fait. C'est apprendre à s'écouter. Parce que moi, par exemple, quand j'ai pris ma décision d'arrêter brutalement la médecine générale, en fait, je me suis profondément écoutée. Et en m'écoutant, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus exercer dans ces conditions. Alors que j'aurais pu, parce qu'en plus mes collègues étaient gentils, ils ont essayé de me dire, mais si tu veux, tu les fiches pas, on les fichera à ta place. Je fais, ouais, bon. Toi, t'es d'accord? Pas vraiment, mais bon. Voilà. Euh, donc en fait, je me suis écoutée et j'ai. Alors le confinement a aidé beaucoup de gens à s'écouter. Hein.
Le fait de ne pas travailler ou moins travailler, de rester chez soi, de s'occuper de soi, de se regarder en fait. Et du coup, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on fait qu'on n'a plus envie de faire, plein de choses qu'on ne fait pas et qu'on voudrait faire. Voilà, donc c'est revenir un peu à l'essentiel, quoi. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie, plutôt que de passer son temps à faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Alors, c'est pas que moi, j'avais pas envie de faire de la médecine générale, j'ai beaucoup aimé en faire, mais c'est vrai que je me rendais compte de plus en plus que ça devenait compliqué de la faire comme je l'entendais et que je retardais toujours le moment d'exercer différemment. Bah là, ça a mis un coup d'accélérateur, quoi. Donc, quelque part, c'est une bonne chose pour moi, puisque je vais vers quelque chose qui me correspond plus, même si j'ai adoré mon métier de médecin généraliste. Donc, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à se faire confiance, à reprendre son pouvoir de décision pour soi, malgré des fois la famille, malgré tout ce qu'on peut nous dire, malgré les médias, la culture, l'éducation, l'école, on en parlerait aussi, je pourrais en parler beaucoup. Voilà, suivre son chemin qui est propre, qui peut paraître farfelu pour les autres, tant pis, c'est son chemin. Voilà, et c'est dans ce chemin-là qu'on trouve la joie, le bonheur, l'épanouissement surtout. Alors maintenant, je vais te poser la question que tous les médecins qui vont nous regarder voudraient te poser, mais attends, j'ai fait 9 ans d'études, je sais faire que ça, euh, j'ai encore 30 ans à bosser, comment je fais financièrement? Ah. Bon, j'avoue que c'est un peu la merde. Mais bon, comme j'en ai vu d'autres dans ma vie, ça me fait pas beaucoup peur, pas très peur. Donc voilà, ben oui, c'est un changement radical de revenus. Et puis bon, je passe, enfin bon, ouais, c'est pas confortable, voilà. Mais franchement, je regrette rien. Moi, je me sens bien avec moi, en fait. Vraiment, je me sens libre, je me sens en phase. J'ai eu plein de messages de soutien incroyables. Alors, ça fait pas manger, ça remplit pas le frigo, mais franchement, ça nourrit l'esprit. Et voilà, j'ai beaucoup de soutien. J'ai de la famille, une famille très, très présente, très soudée. Donc voilà, c'est pas confortable. Mais justement, quand on suit sa voix intérieure, des fois, c'est pas confortable. Des fois, ça nous fait prendre des chemins, on se dit, oulala, t'es sûr? T'es sûr? Oui, oui, c'est ça. C'est Ça, ça, c'est... tu as démissionné, mais tu ne savais pas du tout ce que tu allais faire le lendemain, quoi. Eh ben non, bon, après, j'avais une petite idée parce que Ouais. en fait, je continue à faire ce que je faisais en médecine générale, mais de manière plus approfondie, on va dire. Ouais, parce En médecine générale, je le distillais dans ma pratique, puisque déjà tout le monde tous mes patients n'étaient pas prêts à suivre ce chemin-là. Mais j'en avais quelques-uns qui étaient prêts à le suivre et qui le suivaient. Et ils aimaient bien, en fait, venir me voir pour justement approfondir ça. Donc, ben, je vais continuer, mais sous une autre forme. Alors, plutôt en visio, parce que j'ai pas vraiment un cabinet. Alors, je me suis arrangé un petit cabinet chez moi, mais enfin, c'est petit. Donc, je peux recevoir un peu chez moi, mais je vais faire surtout de la visio. Et puis, comme à mon avis, on va bientôt être reconfiné, je sais pas ce que tu en penses. non, non, ils vont pas réussir à poursuivre la blague, là. Au bout d'un moment, la blague, tout le monde va s'en rendre compte, quoi, hein. J'espère Bon, qu'on s'en rend compte. oui. Et du coup, bon, confinement ou pas confinement, voilà, ça permet aux gens de rester chez eux, d'avoir une consultation par visio. Après, je peux aller aussi à domicile par chez moi. Enfin, voilà, il y a plein de solutions en fait. L'autre chose aussi, c'est que pour les médecins qui veulent, parce que j'ai des médecins qui m'appellent, hein, qui en ont marre, qui veulent arrêter, mais qui savent pas, voilà. Oui, c'est ça. Des solutions, il y en a plein en fait. Sauf qu'on les voit pas forcément quand on a la tête dans le guidon. En fait. Si on regarde que les problèmes, on ne voit pas les solutions. Voilà, donc c'est prendre un peu de recul et plein de solutions arrivent en fait. Pourquoi ces médecins, ils t'appellent?
Ils m'appellent parce qu'ils veulent changer parce qu'ils sont plus en accord avec leur métier. Avec leur métier tel qu'on leur demande de la manière dont on leur demande d'exercer. C'est justement des médecins qui aiment leur métier, mais qui peuvent plus l'exercer comme ils l'entendent. Donc au bout d'un moment, après c'est insidieux depuis longtemps quand même, hein, le fait d'être quand même restreint dans sa pratique. Mais là, ça a accéléré les choses. Donc il y a beaucoup de médecins qui sont plus en accord avec ce qu'on leur demande, qui, qui veulent changer de voie. Oui, c'est-à-dire que maintenant, l'ARS, le monstre administratif, décide quasiment de tout, quoi, hein. Comment tu dois soigner cette maladie, comment tu dois opérer ce cancer, comment tu dois opérer ce genou, c'est ça. Oui. Hum. On a une... Combien de temps il faut être arrêté pour une douleur lombaire, alors que ça peut être 3 jours et d'autres ça peut être 6 mois. Enfin, je veux dire, voilà, chaque patient est particulier, chaque histoire est particulière. ARS qui est un monstre administratif de quasiment 900 personnes qui n'existe absolument pas en Allemagne, par exemple, hein. Ouais. Et on voit que les résultats allemands sont bien meilleurs que les résultats français, quand même, ne serait-ce que pour la gestion Covid et bien d'autres, hein. Mmh. Et donc, toi, tu écris sur ta page Facebook: la consultation va consister à trouver en vous les blocages et les freins à la réalisation de votre épanouissement, mais aussi à dévoiler les potentiels encore inexploités que vous possédez. Les réponses sont toujours à l'intérieur de soi et nous avons parfois besoin d'être guidés pour les trouver. Le but est de devenir autonome dans l'écoute de sa voix intérieure. C'est ça. Bah, Ouais. c'est bien Parce que ça. le but, ce que je reproche aussi à la médecine, c'est de chronifier, enfin, dire que les gens deviennent dépendants du système médical, en fait. Et moi, je poussais mes patients à devenir indépendants, à remettre en question, même s'ils avaient des maladies graves chroniques, donc ils ont besoin d'un traitement, d'un suivi, ça, il n'y a pas de problème. Mais on a quand même tendance un peu, enfin, c'est un peu paternaliste, notre médecine occidentale, et particulièrement en France, voilà. Et de rendre les gens un peu plus acteurs de leur santé, de leur bien-être. Voilà, c'est les pousser à devenir autonomes. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des gens pendant 10 ans, hein. Franchement, c'est pas le but, hein. Euh, j'ai envie de voir des gens, de leur donner quelques clés. Et en plus, ce que je faisais aussi en médecine générale, c'est que quand je me sentais dépassée par une situation, soit j'envoyais aux spécialistes quand c'était purement médical, mais soit j'envoyais aussi à des gens qui font de la médecine alternative, des réflexologues, des ostéopathes, des acupuncteurs, des sophrologues, des hypnothérapeutes. Voilà, donc j'ai un réseau aussi de thérapeutes. Quand moi, je sens que mon approche suffit pas ou est limitée pour cette personne-là, voilà, l'intérêt, c'est de lui donner d'autres clés avec d'autres gens qui vont débloquer, parce que moi, j'ai cheminé moi-même comme ça, en fait. J'ai vu des médecins pour des problèmes X variés, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des thérapeutes de médecine alternative, voilà. Et l'ensemble fait que on se soigne mieux, vraiment. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais ils disent, hein, je racontais qu'une fois, je devais faire des tests pour un prêt bancaire. Tu sais, c'est la seule fois où je Oui. rencontre des médecins affiliés à Big Pharma et qui me disaient: mais vous n'êtes pas de médecin traitant et vous avez jamais rien. Je dis: non, je suis un médecin, c'est un médecin chinois, quoi. Ah, la médecine chinoise, ça c'est bon pour la philosophie, c'est des yin et des yang. Le type, il comprenait rien, quoi. C'est le pauvre. Ses ancêtres, ils étaient encore en train de manger de la viande crue dans des huttes en peau de chèvre, il y avait déjà la médecine chinoise qui a 5000 ans d'histoire, quoi. Mais pour lui, c'était du yin et du yang. C'est un truc incroyable. Ces gens-là, ils pensent que parce qu'ils ont fait des études de médecine, ils ont appris des choses, ils savent tout, quoi. Et que les autres, c'est des niais. L'homéopathie, c'est une bobologie, c'est bon pour la bobologie. Enfin, c'est hallucinant ce qui se passe en France. Hallucinant. Et voilà. Et des méthodes de soins, il y en a plein, elles sont toutes complémentaires. Et justement, si on arrivait à travailler en réseau avec la médecine conventionnelle et puis non conventionnelle, on ferait des miracles. Mm. Ben moi, je suis content de te faire de la pub parce que j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'appeler parce que je connais plein de gens qui sont extrêmement anxieux, extrêmement, sont d'une anxiété folle. Ça donne, le professeur Raoult a bien fait l'autre jour de parler de l'effet placebo et de l'effet Ah, j'ai adoré cette vidéo. Magnifique. nocebo, nocebo, hein.
Et ça, souvent, on ne comprend pas, mais c'est dramatique. Et on le voit au niveau des suicides qui en France, qui explosent aussi. Encore un effet ce confinement complètement stupide. On ne veut toujours pas suivre l'exemple du pays qui marche, la Suède. Mm. Et donc, j'espère que les gens vont t'appeler pour que je sais pas, ils sont tellement anxieux là que tu les soulages, quoi. Je sais pas. Ça, je pense que J'ai commencé, ça a l'air de bien marcher. Apparemment, ils repartent avec le sourire. voilà. Mais en fait, en fait, tu vois, pour ces personnes-là qui souvent ne jurent que par leur médecin, le fait que tu aies été un ex-médecin qui a démissionné et que tu fais ce genre de choses, ils vont avoir doublement confiance en toi, tu vois? C'est possible. Bah oui, C'est parce ce que qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. c'est quand même extrêmement courageux ce que tu as fait, c'est fantastique, quoi. Enfin, Je moi, je pouvais pas trouve. faire autrement. C'était Moi, la voix du cœur. on se parlait depuis le début, quand tu étais encore en fonction du reste, je crois, puisque tu n'avais oui, même pas encore été convoqué au Conseil de l'Ordre. Tu étais moins bien que ça. Tu étais beaucoup plus. Oui, Hein. bah, voilà, quand j'ai pris ma décision, je ne l'ai pas regretté et c'était une décision en conscience, mais j'étais quand même pas, j'étais quand même choquée, enfin j'étais sous le choc, quoi. Ouais. J'étais sous le choc de ce qu'on me demandait de faire. J'étais, voilà, c'est- quand tout le monde me dit c'est courageux, je l'entends et ça fait du bien à l'ego, hein, c'est bien. Mais le courage, ça vient du cœur, en fait. Voilà, j'ai choisi pas avec ma tête, en fait. Parce que si j'avais choisi avec ma tête, j'y serais encore prendre la tête. À me dire, mais ça, mais non, je peux pas le faire, mais je vais le faire quand même parce que, oh là là, mais non. Non, à un moment donné, quand la tête n'arrive plus à être claire, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Voilà. Donc, Et tu as des enfants, ils ont compris ta décision? ma fille était très fière. Ouais. Elle a 11 ans et demi. Mon fils, ça l'amusait. Bon, c'est un ado de 16 ans et demi. Voilà. Mais oui, enfin, ils ont compris, peut-être pas tout, hein, mais en tous les cas, ils me soutiennent. Euh, Ma famille comprend pas tout non plus, mais me soutient. Elle comprend pas tout. Ça les inquiète, forcément. Euh, mais me soutiennent. Mon frère, il comprend très bien, il me soutient à fond. Donc ça, c'est bien. Et puis plein d'amis qui me soutiennent. Euh, et puis j'ai eu plein de retours tellement beaux de tout ça que je regrette absolument pas. Eh ben, écoute, bravo à toi. Moi, j'espère. Faites confiance à Magali, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous pouvez y aller tranquille. Et puis, j'ai vu que tu étais géré. Ah non, non c'est une amie, hein, Oui, Anaïs. il y a Anaïs, mon amie Anaïs Corbiane qui m'aide depuis longtemps pour plein de trucs. Enfin, on s'aide mutuellement. Voilà, parce que en fait, quand on choisit un chemin compliqué, ben, on se rend compte que la solidarité, c'est hyper important. Donc, ben, on s'entraide, en fait. Comme toi, quand tu m'as dit, je me rappelle, ben, quand j'ai pris ma décision, tu m'as dit si j'avais un souci, que je pouvais compter sur toi. Enfin, voilà, voilà ben, on développe un réseau d'entraide et on ne se laisse pas tomber les uns les autres. Voilà. Et c'est dans des moments compliqués comme ça ben, que ça se crée, cette solidarité. Tout à fait, Donc, c'est Magali. important. Et en ce moment, on est en train de créer un beau groupe. Tu sais de quoi Ouais, je voilà. parle. Et donc, ça va être bien. Et ce groupe grossit chaque jour qui Le passe. jour un jour. Voilà, c'est ça. Donc, bah, écoute, j'espère que les gens vont te contacter, toujours, surtout ceux Qui en ont besoin, ouais. hmm, qui ont besoin, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du Et après, bien. on est nombreux, enfin, on est plein de thérapeutes. Voilà, il y a plein faut pas hésiter à aller taper à la porte des thérapeutes quand on en a besoin. Voilà. Exactement, avant qu'il soit trop tard, parce que ça Avant que développe ça les soit- maladies. Magali, merci. Merci beaucoup à toi, Sylvano. Hmm. Et bravo pour ce que tu fais. Merci aussi pour tout ce que tu fais, tout ton travail de dingue. C'est quand même incroyable. Parce que je crois que tu travailles en plus. Tu travailles, plus tes recherches, plus les vidéos, Plus ma fille, n'oublions pas ma plus fille, ta fille. elle va me gronder. Oui, je travaille, effectivement. En tout cas, merci. Mais tu vois à quoi je passe mes week-ends. Ouais. Avant, c'était la fête du samedi soir, John Travolta en boîte de nuit. Maintenant, l'âge fait qu'on fait des Voilà. vidéos.
Allez, Magali, Bon, merci. C'est super sympa et je te souhaite plein, plein de bonnes choses. merci, à toi aussi. Allez, bye bye. Salut!